Bonjour et bienvenue dans cette conférence table ronde sur la stratégie d'acquisition d'abonnés ou comment transformer le lecteur en abonné. C'est un sujet évidemment essentiel, je retiendrai juste trois raisons. L'écroulement ou la forte baisse des recettes publicitaires, la baisse non moins sensible des ventes aux numéros et la digitalisation grandissante des médias et du rôle qu'ils tiennent dans leur business model. Alors, nous allons parler acquisition, bien sûr, nous n'oublions pas la fidélisation, mais nous avons déjà un gros menu, donc nous n'opposerons pas l'un à l'autre. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'acquisition. Je me présente très rapidement, Jean-François Attier, j'ai occupé différentes fonctions de direction d'éditeur au sein de titres de presse, avec toujours au cœur de mes responsabilités et de mes objectifs le développement des revenus clients, que ce soit l'abonnement, la vente, la diversification, et cela en print comme en digital. Depuis plusieurs années, je conseille et j'accompagne des éditeurs et des titres sur ces mêmes enjeux. Arrivons au principal, nos intervenants, nous avons des intervenants vraiment de choix, 4 intervenants, je les présente. Anne Évrard, qui est directrice marketing client et diversification du groupe Figaro. Tatiana de Franqueville, qui est directrice marketing et développement pour La Tribune. Thierry Duquesroy, directeur marketing et diffusion du magazine, et plus qu'un magazine, vous le verrez pour ceux qui ne le savent pas, Que Choisir, et Olivier Porte, directeur commercial et marketing de Ouest France, groupe Ouest France. Alors, pourquoi ces marques sont-elles réunies aujourd'hui? On ne les présente pas, mais il y a un véritable intérêt de les réunir. Elles sont toutes fortes. Elles agissent sur des univers et des cibles différentes ou à tout le moins complémentaires, et elles rencontrent toutes des belles performances. Je vais en parler un petit peu, et a priori, c'est pas fini, d'après ce que je sais. Le Figaro, vraiment quelques mots. Le Figaro a atteint 200 000 abonnés numériques il y a quelques mois. Le Figaro est le premier site média en audience et le 8e site français, toutes catégories confondues, depuis quelques mois. Ouest France connaît une très forte croissance de son audience web. Il est au dernier classement ACPM au JD, juste derrière Le Figaro. Alors, ce n'est pas pour les mettre en concurrence, mais c'est pour montrer qu'un titre et un média de presse quotidienne régionale est donc bien devant d'autres médias nationaux. Il compte aujourd'hui 138 000 abonnés numériques, ce qui fait de lui le leader incontesté au sein de la PQR, et il a un total de 600 000 abonnés. La Tribune, c'est un média historique qui mène un gigantesque chantier de transformation depuis quelques mois, années ou mois. Vous êtes le premier média d'information économique dans les territoires et agissez en tant que pure player maintenant sur le digital. Et l'abonnement est absolument au cœur du développement de votre stratégie depuis l'année dernière. C'est assez récent et vous développez très vite. Que choisir, enfin? C'est un magazine puissant, un portefeuille abonné de plus de 400 000 abonnés print et qui est en constante progression, je crois plus 3% sur 2020, ce qui est quand même assez rare à la période que nous vivons. Et en plus, Que Choisir a développé un portefeuille d'abonnés numériques qui est à la fois croissant et robuste sur un contenu spécifique, sur son cœur de sujet, mais sur un contenu spécifique. Il ne s'agit pas des contenus du mensuel. Les 200 000 abonnés ont été franchis en octobre dernier et ça a continué depuis, d'après ce que je sais. Voilà pour nos intervenants et les marques pour lesquelles ils travaillent, sur lesquelles ils ont des responsabilités. Nous allons organiser cette table ronde autour de 4 thèmes principaux. Le premier, ce sera l'importance de la qualité des contenus et de leur mise en œuvre. Le deuxième sera l'exploitation de la donnée, de la data. Le troisième, l'impact des prix et des promotions. Et enfin, l'intérêt de créer un club de lecteurs que nous aborderons à la fin. Voilà. Pour commencer, et juste en préambule, nous sommes évidemment dans un contexte absolument exceptionnel depuis 10 mois, et donc j'aimerais que chacun d'entre vous, Anne, Thierry, Olivier, Tatiana, vous nous disiez en quelques mots quels sont les principaux enseignements que vous tirez des derniers mois
sur votre activité abonnement, hein, pas de manière générale, mais ça peut jouer sur l'organisation, sur le comportement des lecteurs, sur le développement de vos portefeuilles. Voilà, qu'est-ce que vous retirez d'essentiel des 10 derniers mois que nous avons traversés? Et je propose à Anne de commencer à intervenir sur ce sujet. Oui, bonjour à tous. Donc, nous, on a donc au niveau organisation, donc mis rapidement une organisation à distance qui a été assez efficace. Et cette crise, pour nous, et je pense un peu pour tout le monde, a accéléré des tendances de fond de notre activité, plus que des nouvelles tendances avec le déclin de la publicité traditionnelle, tu l'as évoqué, et l'accélération, une véritable accélération du numérique, avec des audiences de nos sites qui ont eu des trafics records. Hein. Donc en mars, on a atteint les 28 millions de lecteurs. Jamais on n'aurait imaginé atteindre ce nombre-là. Donc on a réitéré en novembre pour être les premiers avec 27 millions de visiteurs, et des ventes d'abonnements qui ont explosé, qui ont été multipliées par 3, par 4 pendant le premier confinement. Ce qu'on a noté, c'était un vrai soutien de nos lecteurs et une vraie appétence à des contenus vérifiés et de qualité. Donc, je sais qu'on parle acquisition, mais donc ce qu'on a pu noter quand on regarde les cohortes justement de mars à juin, donc on a eu une meilleure donc fidélisation environ de 8% supérieure à celle qu'on avait en janvier-février, qui sont traditionnellement des bons mois. Et donc ce qu'on a pu noter également, hein, donc et j'en finirai là, donc c'est sur une très bonne tenue de notre portefeuille print, et ce malgré une distribution postale qui n'a pas été complètement au rendez-vous, même si donc elle s'est mise quand même, mais il y a eu quand même beaucoup de réclamations au départ, ça manquait de régularité, mais donc le portefeuille print et le soutien de nos lecteurs a été essentiel. Donc finalement, donc l'année a été très difficile pour la presse. Du point de vue lecteur, ça a été une bonne année, en tout cas pour nos revenus. Voilà ce que je peux vous dire. Merci beaucoup, Anne. Olivier Porte pour Ouest France. Donc Ouest France est par nature un média de proximité. Hein, les médias régionaux ont toujours travaillé ça. Est-ce que tu te retrouves dans ce que dit Anne? Est-ce qu'il y a des spécificités? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 mois? Oui, bonjour. Moi, je retrouve un peu ce qu'a pu donner Anne. Moi, je dirais que le mot principal, c'est qu'on s'est mis au service des lecteurs et qu'ils nous ont rendu en miroir l'utilité du quotidien. Nous, on n'est pas un quotidien régional, on n'est pas un quotidien national, on est d'abord un quotidien, on est un journal avec un site internet puissant, avec un print très puissant aussi. Et on s'est mis en ordre de marche pour rendre service, pour être utile. Et ce qui a fait très plaisir, c'est qu'on n'a jamais eu autant de lecteurs, on n'a jamais eu autant d'acheteurs, que ce soit au numéro, que ce soit sur le site internet. Et on n'a pas cherché à développer l'abonnement. On s'est d'abord mis au service du territoire et des citoyens pour que l'information puisse leur être délivrée. Et c'est aujourd'hui qu'on se rend compte que cette mise à disposition de l'ensemble des contenus d'Ouest France, on a un retour parce qu'on n'a jamais eu autant d'abonnements que ces derniers mois. Mais le premier confinement, c'était d'abord de se mettre au service du citoyen, d'être utile, et notamment, on a été le premier quotidien à mettre des attestations de sortie de domicile. Voilà, c'est une forme de serviciel. C'était comment on peut se mettre au service des habitants pour qu'ils puissent avoir accès à l'information. Et je pense que ça a plutôt bien fonctionné. Et moi, on se félicite d'avoir eu tous ces lecteurs qui sont venus sur le site, dans le journal papier, pour pouvoir continuer à vivre et être bien informés. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur cette année étonnante de 2020.
Ok. Merci Olivier. Tatiana, évidemment, l'économie a été chamboulée. En revanche, tu travailles pour un média qui n'est pas sur la sphère privée, qui n'est pas grand public en soi, même si on peut le lire au niveau grand public, et qui est très proche des territoires. Du coup, quel a été, dans ce contexte particulier, les principaux enseignements par rapport aux abonnés, aux lecteurs? Bonjour à tous, merci Jean-François. Comme tu l'as dit tout à l'heure, la crise sanitaire, ça a été évidemment un moment décisif pour la Tribune pour accélérer son modèle d'abonnement, mais je rejoins absolument ce qu'a dit Olivier et Anne précédemment, c'est que ça a été surtout pour nous l'occasion de renforcer notre offre éditoriale. Par des éditions spéciales que nous avons très rapidement mises en place dès la première semaine de confinement, par des émissions économiques live qu'on a déployées là encore quasiment immédiatement et qui ont du coup rencontré leur public puisque notre audience a, tout comme nos confrères, plus que doublé sur la période, qui s'est converti également en modèle d'abonnement. La particularité de la Tribune, tu l'as évoqué, c'est aussi d'être le seul média économique implanté dans les territoires avec des équipes qui animent les communautés sur le plan digital, événementiel. Et donc, c'était aussi l'occasion pour nous de poursuivre cette conversation qu'on avait engagée avec nos lecteurs en leur mettant en place des dispositifs d'accompagnement spécifiques dans cette gestion de la crise économique, puisque, évidemment, les entreprises ont été très fortement impactées. Pour donner quelques chiffres, on est proche des chiffres qui sont évoqués par les autres. On a multiplié par 5 notre nombre d'inscrits. Et comme on était dans ce pivotage de notre modèle économique sur le modèle d'abonnement, nous avons multiplié par 100 le nombre d'abonnés que pouvait faire la Tribune. C'est aussi le moment que nous avons choisi pour devenir un pure player de l'information économique sur le digital, en transformant le papier en une revue économique bimestrielle, et pour lancer notre studio TV. Ce qui a fondamentalement permis à toutes nos équipes, je dirais, de mobiliser toutes leurs forces autour de ce nouveau modèle et de cette nouvelle édition digitale. Moi, c'est un choix que vraiment on ne regrette pas d'avoir fait aujourd'hui et qui nous permet évidemment de transformer beaucoup plus rapidement l'entreprise pour toujours plus accompagner le lecteur dans cette offre de services et de contenu. Et enfin, je rejoindrai vraiment ce qu'a dit Anne précédemment, c'est qu'en effet, on constate que voilà, on vient confirmer une tendance de fond, que le modèle de l'abonnement a le vent en poupe et que, en fait, en effet, les lecteurs ont besoin de repères, ont besoin des médias, d'informations fiables, et que finalement, voilà, cela vient conforter le rôle que nous pouvons avoir en tant que fournisseurs d'informations, et que dès lors que l'offre éditoriale et son positionnement est assez clair pour le lecteur et qu'il rencontre son public, finalement, l'abonnement est au rendez-vous. Merci beaucoup, Tatiana. Thierry, avec la spécificité, évidemment, de Que Choisir, qui est un magazine, une forme d'information, formation essentielle, consumériste, etc., mais très, très différente, et puis avec un site très serviciel, comment ont été vécus ces 10 mois, et sans doute ceux encore à venir? Alors, je crains que nous ayons un problème avec technique avec Thierry. Donc, malheureusement, sauf si cela se règle, je vais te contraindre, ça c'est les joies du live et de la réunion à distance, de passer au sujet suivant, et qui est le premier thème, qui est l'importance de la qualité des contenus et de leur mise en œuvre. Alors, vous l'avez tous évoqué,
hein, cette importance de retrouver des repères du conseil, de la valeur, etc. C'est absolument essentiel. C'est ce dont on entend parler depuis quelque temps, hein, et avant la Covid, heureusement, c'est le retour à la proposition de valeur. Et donc, j'aimerais que chacun et chacune puisse nous dire en synthèse, et là on sort du contexte Covid, bien clairement, mais c'est par rapport à la génération, à l'acquisition d'abonnés. Qu'est-ce que vous avez développé de spécifique au sein de vos médias respectifs? Est-ce que vous avez travaillé la mise en scène, l'expérience utilisateur? De quelle manière et avec quels résultats? Voilà, question courte, mais qui peut générer de très gros sujets en réponse. Et je propose, Tatiana, de te laisser la main, puisque malheureusement, Thierry est un peu à côté de nous en ce moment. Merci Jean-François. Alors, tu as posé beaucoup de questions. Je vais essayer de répondre. J'espère que je répondrai à toutes les questions qui m'ont été posées. Bon, peut-être pour faire suite à ce que je disais précédemment, ce qui était important pour nous, c'était de continuer la conversation avec nos lecteurs. Donc, finalement, dans les priorités qui ont été les nôtres, c'était effectivement de travailler les canaux qui nous permettaient d'engager cette conversation, de les accompagner dans la compréhension de la crise économique. Et comme vous le savez, ça fait plusieurs années que la Tribune a constitué des communautés professionnelles très fortes autour de grandes thématiques des transformations de la société, puisque notre positionnement, c'était à la fois le média économique des transformations et des territoires. Et donc, on traite majoritairement des sujets de transition écologique, de tech et d'innovation, de nouvelles mobilités, de finances vertes sur tous les territoires. Donc, finalement, nous avons travaillé notamment sur les newsletters qui doivent permettre de donner un rapide panorama de l'actualité quotidienne dans un secteur donné en empruntant plutôt les codes des réseaux sociaux. Et sur ce point-là, nous avons fait vraiment le choix d'être un peu en opposition à des modèles qui peuvent exister aujourd'hui, d'avoir des newsletters très longues, très rédigées. C'était un choix assumé de notre part. Et puis, de conserver une newsletter qui permettait d'avoir un regard différent sur l'actualité, en incluant bien sûr des sujets d'actualité, des unes, mais également des informations plus diverses sous la forme de chiffres, de regards d'un chef d'entreprise, d'un sociologue ou d'un penseur ou d'un philosophe, avec ce que j'appelle l'effet papillon, à savoir les signaux faibles qui, à la fois dans les territoires et dans l'économie, peuvent intéresser tous les décideurs économiques. Voilà, évidemment, sur le contenu, on a continué à travailler, à développer des formats beaucoup plus longs qui décryptaient les impacts de la crise sur les différents secteurs, puisque voilà, un certain nombre de secteurs, on peut penser notamment à l'aéronautique, ont été très très fortement impactés par cette crise. Et nous avons dédié des formats beaucoup plus longs, des séries, des feuilletons pour ces secteurs d'activité. Voilà. Et enfin, le dernier point peut-être sur les organisations, c'est que, et je crois que ça doit être un sujet qu'on doit retrouver chez d'autres confrères, nous avons renforcé les équipes avec de nouveaux profils plus orientés sur la data, donc des data journalistes. D'accord. Merci beaucoup. Olivier, à Ouest France, vous avez beaucoup travaillé les newsletters, vous travaillez énormément de choses, et je crois énormément de nouvelles rubriques. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui est, je dirais, prioritaire, important, que vous sentez qui fonctionne bien au niveau de l'acquisition des abonnés dans l'univers des contenus et de leur mise en œuvre? Oui, alors nous, on a l'immense bonheur d'avoir 550 journalistes et 2600 correspondants. Donc, les contenus, on en produit des centaines par jour. Ce qui est peut-être important de rappeler, c'est de garder une forme de chronologie entre le lecteur et l'ambassadeur. Moi, j'aurais envie d'évoquer ça et d'échanger ça avec vous, de dire qu'un lecteur, il faut, au fur et à mesure qu'il s'engage, mais il faut qu'on soit conscient que l'abonnement, c'est très, très résilient, mais il faut être patient. Et la patience, elle s'acquiert notamment dans une chronologie qu'un lecteur, c'est d'abord un lecteur, puis il va peut-être s'inscrire à une newsletter, puis après il va se connecter parce qu'il aura des nouveaux services, et puis à un moment donné, il va s'abonner, et puis de l'abonnement, il va devenir un ambassadeur parce qu'il sera tellement content de son expérience lecteur-abonné qu'il va le partager avec plein de personnes. Et c'est ce souci-là qu'on a, c'est de garder une forme de chronologie, et nous, notre souhait, c'est d'abord
de satisfaire un lecteur et que ce lecteur, dans le modèle économique de Ouest France, il devienne pour partie abonné, mais on veut d'abord avoir des lecteurs. Donc on est très soucieux de garder cette chronologie et de pouvoir ouvrir un maximum les contenus d'Ouest France à des lecteurs pour que par la suite, ils s'inscrivent à une newsletter, puis qu'ils se connectent pour avoir des nouveaux services et enfin qu'ils s'abonnent. Et c'est cette chronologie-là qu'on souhaite absolument respecter pour qu'on soit aussi en phase avec notre mission qui est vraiment d'informer et de mettre en relation les citoyens de nos territoires. D'accord. Merci beaucoup. Anne, pour Le Figaro, qu'est-ce qui a pu être fait au cours des derniers mois, des dernières années, Oui. au niveau des contenus, de leur mise en œuvre? Alors, bon. Oui, le contenu, c'est comme pour tous, hein, ce qu'a dit Tatiana et Olivier, c'est la base de notre promesse, hein, et l'enrichissement de nos offres d'abonnement passe forcément par de l'amélioration du contenu, passe par le contenu, par aussi l'expérience client et l'optimisation de nos sites, de nos applis, donc sans cesse. Donc le respect, en effet, du lecteur qui est très important pour nous. Alors nous, donc on a développé dans ce sens beaucoup de contenu pur premium, c'est-à-dire que il y a de plus en plus d'articles qui sont sur le site pour être donc là le plus chaud possible et pour s'adresser, qui sont réservés exclusivement aux abonnés. Et donc, contrairement à ce qu'a fait la Tribune, plutôt, donc nous on a axé justement notre proposition sur des newsletters, des lettres rédigées par des journalistes. Et on a lancé donc en début d'année 2020 11 lettres rédigés par des journalistes experts, alors sur des thématiques aussi diverses que la politique, la géopolitique, l'économie, mais aussi la religion, la musique classique, les séries télévisées, avec une véritable proximité entre l'auteur et l'abonné. Et donc c'est toujours ça, dans cette proximité qui est très importante pour nous entre le lecteur et l'abonné. Donc souvent ces lettres sont rédigées à la première personne. Il y a des adresses mail pour justement pouvoir permettre l'interaction entre l'abonné et le journaliste. Et vraiment, donc c'est un véritable succès. Ça avoisine 60% de taux d'ouverture, ces lettres, donc ce qui est extraordinaire, et avec donc bien entendu des taux de churn qui sont inférieurs, donc qui sont meilleurs sur les abonnés aux lettres. Donc tout ça vient enrichir. Donc on a une lettre quotidienne, hein, qui est rédigée aussi tous les jours de la semaine. On a lancé au mois de septembre la lettre du Figmag, qui est donc la lettre du week-end, pour avoir toute cette proposition tout au long de la semaine très proche. Donc parce que justement ce lien avec le lecteur, le lien de la rédaction, l'intelligence, l'analyse se partage par le contenu. Alors, est-ce qu'on est bien d'accord? Quand tu parles de newsletter de contenu, ce sont des newsletters dans lesquels le contenu est à l'intérieur de la newsletter, c'est bien ça? Oui, c'est des lettres rédigées. Elles sont rédigées, donc on n'a pas à renvoyer à aller sur le site. D'accord, très bien. Non, et elles sont réservées. Elles sont des lettres rédigées. Alors, elles sont également sur le site, hein, donc elles sont pushées, Oui. Elles sont disponibles par push aussi, mais elles sont complètement envoyées par mail et on s'abonne à ces lettres. Donc, c'est un choix. C'est un choix. Donc, il y a la possibilité de choisir. C'est-à-dire qu'automatiquement, on est abonné à la lettre quotidienne, mais en plus, et à la lettre du Figmag. Donc, cette proposition qui va avec l'abonnement, cette lettre rédigée. Donc, il y a quelqu'un qui lit le Figaro pour les abonnés tous les jours et qui en ressort la substantifique moelle, ou en tout cas ce qui est les événements importants et bien sûr avec un prisme et avec
son prisme. Pareil pour le Figaro Magazine. Et ensuite, on a le choix de s'abonner à une lettre religion, par exemple, avec notre spécialiste, le spécialiste religion du Figaro. Et ça, vraiment, dans l'enrichissement de notre offre, ça a été, c'est un vrai levier et c'est très important pour nous. D'accord, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si le problème est résolu avec Thierry. Tu m'entends? Tu nous entends et tu peux parler, Thierry? Moi, je vous entends. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, nous t'entendons. Vous m'entendez ou pas? Formidable. On a retrouvé on va essayer. Notre aide à la consommation et notre leader magazine. Donc, non, je suis désolé. Aucun problème. Je suis désolé, j'ai une connexion manifestement qui n'est pas très stable. Donc, je ne vais pas reprendre l'ensemble de ce qui a été dit parce que choisir mensuel, l'actualité sur le magazine a été moins touchée. On a juste modifié les compositions de une pour coller un peu plus à l'actualité sanitaire. Et par contre, sur le web, on a fait un effort très important pour être au plus proche des attentes de nos abonnés ou de nos lecteurs. Parce que je rappelle que le site a une partie gratuite et une partie sur abonnement. Donc, ça a été la multiplication des news par nos journalistes. On a multiplié par pratiquement 10 les informations qui tombaient tous les jours sur le site, mise à disposition d'outils pour nos amis consommateurs. Je vais prendre un exemple très concret sur le fameux dossier des remboursements aériens, où il y avait un conflit entre une prise de position politique qui n'était pas conforme à la réglementation communautaire. On a mis à disposition des gens des lettres types qui pouvaient télécharger en remplissant leurs coordonnées et expédier directement aux compagnies aériennes. Pour vous donner un ordre de grandeur, plus de 300 000 de ces lettres ont été téléchargées. Ça a été une réponse importante dans notre suivi et notre accompagnement des consommateurs en France. Ensuite, nous avons place une newsletter hebdo liée à la crise du Covid. On a annoncé qu'on pouvait laver les masques, alors que c'était absolument pas... On était en pleine période de difficulté pour s'en fournir. Nos ingénieurs ont démontré qu'on pouvait, avec des tests laboratoires bien évidemment, laver 5 fois un masque, pardon. Donc là, dans la réutilisation, c'était important. Donc voilà, c'était toujours l'accompagnement au quotidien de nos lecteurs et de nos abonnés pour leur amener une information fiable et aussi les aider dans la difficulté de la vie quotidienne. Ça a été la mise en avant de nos comparateurs, de nos tests aussi, parce qu'on a vu que, je vais prendre un exemple très concret, les imprimantes, d'une manière un peu mystérieuse, on a eu une flambée des prix sur les imprimantes, par exemple. Elles ont été pratiquement multipliées par 2, le prix de l'encre. Donc on leur disait... soyez vigilants, négociez, cherchez sur les sites le coût des encres pour les faire baisser. On est lié là effectivement à un domaine purement économique, l'offre et la demande, et que l'explosion des imprimantes, l'achat des imprimantes liées au télétravail, a fait qu'on ait une tension très importante. Voilà, nous ça a été une réponse très factuelle, très concrète auprès des gens, pour leur aider dans leur choix. D'accord. Merci Thierry. Alors, je vous propose de passer à notre thème, enfin numéro 2, l'exploitation de la donnée, en redonnant la parole à Olivier. Bon, on sait que la donnée joue un rôle de plus en plus important. Parfois même, il y a un côté tarte à la crème, data, mais c'est essentiel, mais on la met à toutes les sauces. Elle joue un rôle croissant dans la compréhension des comportements des lecteurs, dans le travail de conversion, dans le suivi des performances. Donc, j'aimerais bien que chacun nous disiez un peu quelle place occupe la donnée au sein de vos organisations, quels critères vous suivez, quels services les utilisent, et quel est le principal apport pour vous de l'exploitation de la donnée au service de l'acquisition des abonnés, puisque je rappelle que c'est le thème central de cette conférence. Olivier, toi qui as monté un beau service data.
Ouais. Alors moi, je dirais d'abord que la data, elle doit être au service du lecteur. Hein. Je suis un peu basique, mais donc pour nous, la RGPD, la CNIL, etc., c'est pas une contrainte, c'est une opportunité. Nous, on dépend d'une association, donc on est assez scrupuleux là-dessus. Et on est vraiment très focusé sur le fait que la data, elle doit être au service du lecteur, elle doit nous permettre de mieux le comprendre, de mieux appréhender ses envies, ses besoins, éventuellement les cailloux qu'il a dans sa chaussure quand il a une expérience avec Ouest France. Et donc on a créé effectivement une grosse équipe data qui doit pouvoir nous permettre d'être encore plus empathique et encore plus au service des lecteurs et des abonnés, bien sûr. Et si les lecteurs sont des abonnés, c'est encore mieux. Mais on doit vraiment utiliser la data dans une, on va dire, forme non pas d'exploitation, mais d'utilisation qui est toujours à remettre en lien sur est-ce que le lecteur est OK avec ça. Voilà. Donc, beaucoup de data, beaucoup d'évaluation de la performance, mais toujours au service des lecteurs. Et dans ce souci-là, je pense qu'on a un boulevard devant nous. Mais gardons en tête tous qu'il faut que ce soit au service du lecteur et que ce soit dans un contrat de confiance. Je pense que si on est bien au service du lecteur et dans une forme de confiance, on sera très très bon et on aura des capacités encore plus fortes à bien utiliser cette data pour que, au service et en confiance avec le lecteur, on soit plus efficace. D'accord. Merci. Anne, Oui. au niveau du Figaro, alors peut-être, je dirais, au-delà de la confiance, quelle est la place peut-être au sein des organisations? Est-ce que les équipes rédactionnelles ont accès à de la donnée, un peu lesquelles, quels sont les principaux KPI que vous suivez au niveau de l'abonnement pour juger de l'efficacité? Est-ce que tu as des éléments là-dessus? Oui, donc une grosse importance de la data dans nos modèles. Hein, donc après, avoir mis la data au service, surtout de la publicité, donc avec un modèle qui se tourne de plus en plus vers le client. Donc c'est important, Olivier l'a dit, d'avoir de reconnaître donc les clients, d'avoir une bonne connaissance client pour être en tout cas les servir et servir nos performances. Donc tout est mis en œuvre pour reconnaître donc le prospect chaud, le prospect au bord du coup qui va pouvoir basculer. Donc en effet, donc une rédaction très alimentée en données, donc qui suit les articles qui font de l'audience, donc et de façon quotidienne, mais même heure par heure, minute par minute. Les articles qui sont lus par les abonnés aussi, très important. Les articles qui recrutent et même donc on va plus loin avec des données sur les thématiques qui fidélisent ou donc les articles qui fidélisent. Donc nous donc on a aussi donc un gros service data. Il y a des data analystes qui sont au sein du marketing client, donc au sein de mon équipe. Donc ça c'est super important et qui nous alimente sans arrêt en dashboard, en données, voilà. Donc pour établir différents personas, comme on dit, avec des KPI descriptifs, des scores prédictifs, et puis avec cette donnée, on active des cibles, donc soit avec des emails marketing ou de l'éditorial en fonction du profil. Donc ça, c'est utilisé. Et ce que je peux peut-être, pour vous dire, donc ça, cette importance de cette data et de cette connaissance client, donc pour l'acquisition, hein, donc avec cette data, donc on arrive à faire de la personnalisation et cette personnalisation nous permet avec des emails personnalisés de pouvoir multiplier par 3 nos scores d'acquisition. Donc c'est quand même pas mal. Et
peut-être un petit mot aussi pour terminer. Donc pour nous, ce qui est essentiel, c'est aussi au-delà de l'acquisition, de la fidélisation. Tout se joue dans les 15 jours. Dans les 15 premiers jours, et donc l'onboarding, donc les emails, pour pouvoir faire consommer, pour pouvoir, puisque donc là tous ces micro KPI que l'on suit et qui nous permettent donc d'alimenter donc les principaux KPI qui sont pour nous l'acquisition et les scores de vente et le churn, nous permettent de jouer et de changer la donne, d'arriver à changer la donne pour pouvoir engager pendant ces 15 premiers jours décisifs. Ok, merci beaucoup. Olivier, je reviens juste deux secondes à toi, parce que à Ouest France, Anne a parlé de personnalisation. Je crois que vous avez aussi mis en œuvre de la personnalisation sur les newsletters. Est-ce que c'est dans un optique de travail, alors c'est un ou mathématique, l'un l'autre ou les deux, c'est-à-dire de travail de l'engagement et ou de la conversion des abonnés? Et avec quel résultat? Donc effectivement, on a personnalisé les newsletters à la fois sur le contenu, sur la forme et sur le timing. Olivier Porte, il n'a peut-être pas envie de recevoir sa newsletter en même temps que Jean-François Attier. Parce qu'il faut d'abord que Jean-François Attier ait sa newsletter pour qu'Olivier Porte puisse l'appeler, pour lui dire, voilà, qu'est-ce que tu as trouvé intéressant? Et après, Olivier Porte, il lit sa newsletter parce qu'il est feignant. Donc, typiquement, on a travaillé la personnalisation à la fois sur les contenus, la forme et la date ou l'heure d'envoi. Et on a effectivement des résultats qui sont très, très importants, puisque c'est en gros entre 60 et 70% de taux d'ouverture quand vous travaillez sur ces trois critères-là. Donc, on a sur le contenu une forme de personnalisation avec un risque quand même qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est que finalement, quelqu'un qui lirait un contenu, donc la personnalisation sur les contenus, c'est tout simplement un contenu qui, en fonction de ce que vous avez aimé, donc mesuré et lu la semaine dernière ou la veille, on va vous fournir on va vous mettre en avant des contenus qui a priori sont intéressants. Mais on voit bien que là on a un risque de bulle et on a un risque aussi de dévier du contrat de lecture typiquement d'Ouest France. Et donc, on doit gérer cet équilibre entre une personnalisation, parce que vous avez aimé ça, vous aimerez ça, et en même temps, un respect de, nous, typiquement, le contrat de lecture de Ouest France et de la commune au monde. Et donc, on a le souhait de pouvoir aussi avoir un choix de la rédaction. Et donc, c'est cet équilibre-là qui est compliqué, qu'on travaille. C'est-à-dire que on doit à la fois mesurer une performance, et cette performance, elle est liée notamment au taux d'ouverture, et en même temps un respect par rapport à une promesse qu'on a donnée quand on s'appelle Ouest France. Merci beaucoup Olivier. Tatiana, alors le chantier est plus récent, les mutations sont plus récentes, mais donc c'est ce qui est très intéressant peut-être, c'est que ça oblige à prioriser des choses. Donc quels sont les critères, quelle est la place de la data aujourd'hui ou dans les objectifs à venir pour la tribune? Peut-être pour commencer, Jean-François, moi je voulais d'abord dire que je rejoins tout à fait ce qu'a dit Olivier. C'est vrai que, en effet, donc nous à la tribune, mais moi ça fait des années que je travaille dans l'abonnement, on a cette tendance à vouloir personnaliser, mais Olivier a dit quelque chose de très important, c'est que le média a un rôle d'information et qu'en effet il ne faut pas enfermer les lecteurs dans une bulle de ce qu'ils aiment lire. Et je crois qu'entre ce qu'a dit Olivier et Anne, ce qui est très important, c'est que toutes ces datas soient au service de nos lecteurs, de la compréhension de leurs attentes, de la compréhension des moments où ils peuvent justement peut-être nous quitter ou nous lire un peu moins, et pour qu'on comprenne mieux, voilà, là où on ne joue pas notre rôle le plus efficacement possible. Alors je dirais, voilà, pour être un peu différent, enfin en tout cas apporter des informations complémentaires, parce que Anne et Olivier ont dit beaucoup de choses et la tribune analyse évidemment absolument les mêmes indicateurs. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de secret. C'est vrai que en tous les cas, moi j'appuierais peut-être 2 points qui sont en effet
le partage de cette information, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est maintenant désormais très accepté par les rédactions, d'avoir cette information autour de la data pour mieux comprendre à la fois ce qui plaît aux lecteurs, ce qui les fidélise, ce qu'ils aiment lire, le type de format ou de contenu qui leur convient bien. Et puis, évidemment, nous, en tant que plutôt responsable des abonnements ou directeur des activités d'abonnement, voilà, de suivre aussi tous les indicateurs des tunnels de conversion, de churn et de la personnalisation. C'est un levier important. En tout cas, c'est vrai qu'on va aujourd'hui plus s'adresser de la même manière à un lecteur volatile qu'un lecteur régulier. On va pas s'adresser de la même manière par quelqu'un qui vient pour la première fois des réseaux sociaux, de quelqu'un qui vient régulièrement parce qu'il s'est connecté via les newsletters. Donc, toute cette data nous permet aussi, en effet, de fortement personnaliser le discours et d'être au plus proche des attentes des lecteurs. Merci beaucoup, Tatiana. Thierry, tu es sur un univers, encore une fois, très particulier, avec le côté test très serviciel. Je ne nie pas que l'information générale soit un service quand elle est bien faite dans les médias plus généralistes, mais là, on est sur du pur serviciel. Quelle est la place de la data au sein de Que Choisir ? Alors, la place de la data est un peu particulière, puisque je vous rappellerai que les positions politiques de l'association sont très fortes en termes de protection des données et en termes de tracking. Donc, nous sommes très vigilants. Nous n'avons, par exemple, aucun tracking individuel. Nous ne travaillons que sur l'analyse de trafic, par exemple, sur des landing pages, sur le taux d'ouverture, sur la durée de la consultation, le taux de rebond à l'intérieur de chacune de nos dossiers, de nos tests, de nos... Excusez-moi, j'ai perdu. Je suis en train de m'être coupé, moi. Vous me voyez là ou pas? Moi, j'ai plus d'image. Oui. Oui, on te voit. Tiens, je suis désolé, mais moi, j'ai plus d'image. Vous me voyez? Je suis désolé. On te voit. Vous me voyez, ok. Voilà, donc je disais, la donnée, c'est quelque chose au niveau politique chez nous très sensible. Donc on utilise quand même à minima le tracking. Alors bien évidemment, on a des grands indicateurs, on a quand même des grands indicateurs, des KPI importants sur les nombres de dossiers ouverts, le nombre de tests ouverts, et qui nous permet d'avoir une idée, par exemple, sur la périodicité, qui va nous amener à renouveler nos tests en disant ce test-là, vous devez le refaire pour qu'il soit à jour. Mais en termes de données pures, nous sommes quand même très loin aujourd'hui de ce que peuvent faire tous mes petits camarades, parce que j'ai la contrainte politique qui est très forte. D'accord. Enfin, les données sur ce qui est ouvert, ce qu'il faut revoir, etc., sont des données pures aussi et des données, à mon avis, essentielles. Mais tu as moins de données personnelles. Tu exploites moins de données personnelles, ce qui paraît très peu. Tout à fait logique. Nous avons très peu de données personnelles. Oui, très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose de passer maintenant à notre troisième sujet, qui est... Oui ? Oui, je veux dire... Non. Ce qui n'empêche qu'on a quand même des résultats qui sont quand même très probants. Je veux dire, la data, oui, c'est aussi peut-être... Alors, je vous propose de repasser... Je vous propose de passer au troisième thème, qui est l'impact des prix et des promotions sur l'acquisition de l'abonné, des abonnés. C'est le thème, je dirais, il y a quelque temps, on n'aurait parlé que de ça. On n'aurait peut-être pas parlé contenu, etc. Or, ce sont des sujets essentiels, comme on l'a vu. Pour autant, l'impact prix et promotion reste très important. Alors, je dirais un peu comme une caricature qu'on a l'impression que le principe tarifaire des abonnements digitaux est un peu toujours le même. On a une période très discountée, 0 € le premier mois, 1 €, 1 € 3 mois. Et puis ensuite, on passe au tarif cible. Donc, moi, ça m'intéresse bien sûr que vous nous disiez dans vos expériences, dans vos tests, est-ce que c'est bien le cas ?
Est-ce que vous avez mis en place ce qu'on appelle des paywalls dynamiques, permettant des scénarios personnalisés et offrant des tarifs différents, des modes de découverte des contenus adaptés en fonction des profils de comportement? Donc ça, je pense que évidemment, un Que Choisir ne pourra pas le faire. Est-ce que vous avez opéré un travail de segmentation des offres? Voilà. Quelles sont les dernières tendances, les derniers best practices pour vous, pour vos titres, que vous pouvez révéler en matière de promotion et de travail du tarif et de son chaînage, puisqu'encore une fois, on part souvent d'un tarif assez bas. Je propose à Anne d'entamer ce beau sujet. Oui, c'est un vaste. Oui. Bon, après, donc il y a quand même pas mal de recettes aussi personnelles, donc en tout cas pour chacun de nos groupes, c'est au cœur de nos stratégies. Nous, donc en effet, donc on a remarqué que plus la période d'essai est longue, meilleur forcément est l'engagement. Mais tout ça est lissé quand même. Meilleur est l'engagement quand on regarde l'engagement au bout de 3 mois. Tout ça est lissé au bout du 5e mois. Puisque vraiment, donc nous on suit toutes nos cohortes abonnés mois par mois et avec les comportements. Pendant donc justement, on avait avant donc le mois d'avril, donc de janvier à mars et avant, donc une période d'essai donc plus longue de 2 mois qui permettait, parce qu'on avait observé que l'engagement était meilleur. En avril, on a décidé de changer cette offre, contrairement donc à la majorité de nos confrères qui eux ont ouvert plutôt donc là les vannes, puisque on avait l'engagement et on a préféré, puisque donc là pendant cette période, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, donc les gens, il y avait une appétence à la lecture et donc les gens étaient complètement friands de nos contenus. Donc on a resserré notre offre et à partir d'avril, on est passé à un seul mois d'essai. Et en fait, ça a été très gagnant du point de vue de l'ARPU. Donc, en pilotant, puisque donc là, et nous, c'est un peu notre stratégie, c'est de piloter plutôt que par la quantité de lecteurs, même si c'est super important, mais aussi de piloter par le chiffre d'affaires. Et donc, en fait, ce qu'on observe, c'est que pour nous, en tout cas, à 3 mois, donc l'engagement est meilleur sur une durée un peu plus longue, mais donc c'est moins bon en ARPU. Tout ça est lissé au bout de 5 mois et c'est les offres quand même qui ont un engagement un peu plus faible qui sont meilleures en rentabilité. Voilà. Après, voilà, donc je pense que ça dépend. Donc on se réserve quand même des offres différentes. On fait pas de paywall dynamique et donc on essaye d'avoir, quand on a une offre, de l'avoir un peu partout sur tous les leviers. On se réserve des offres flash avec des périodes de promotion plus longues. Et puis même on a essayé pour le Black Friday d'avoir des offres payantes directes avec un discount, mais de pas avoir de période d'essai à tarif bas. Voilà, et ça a très bien marché aussi. Donc, et on pense que ça sera encore meilleur sur le churn, mais ça c'est à voir. D'accord. Merci. Olivier, côté Ouest France, est-ce que tu as des constats du même type, peut-être des pratiques différentes? Est-ce qu'il y a un paywall dynamique ou une réflexion sur sa mise en place? En fait, si on reprend le principe de l'abonnement et qu'on prend juste un poil d'historique, Ouest France et certains quotidiens comme Ouest France ont toujours axé l'abonnement autour du service. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un discount important, mais par contre, vous aviez votre journal avant 7h30 dans votre boîte aux lettres. Ça, c'était avant le digital. Et en fait, on a voulu poursuivre ça en partant du principe que nous, ce qu'on voulait, c'est être populaire et accessible. Donc, on part du principe que ce qu'on veut, c'est avoir beaucoup d'abonnés. Aujourd'hui, on est
quotidien qui a le plus d'abonnés. On a 550 000 abonnés sur Ouest France quand je compte à la fois le print et le digital, et on souhaite poursuivre là-dessus. Donc nous, notre guerre, elle est sur l'accessibilité et sur le prix. Je rappelle que le journal papier Ouest France est à 1,10 €. Anne nous dira à combien le Figaro, mais quoi, de mémoire, ça a dû dépasser 3 €. 3 €. Donc, on est d'abord quelque chose de populaire, et pour être populaire, on est accessible. Donc sur la partie tarifaire de l'abonnement numérique, on essaie de garder ça avec 2 axes. C'est une offre qui permet d'engager des gens qui sont des lecteurs à se connecter, puis à découvrir l'abonnement avec éventuellement une période de gratuité sans engagement. C'est ce qu'on a fait, et ce qui est très différent de ce que Anne a fait, mais encore une fois, on n'a pas les mêmes publics, on n'a pas les mêmes contenus. Donc, je dirais que ce qui est important, c'est l'exécution, c'est que la stratégie, elle soit lisible et bien mise en œuvre. Mais nous, on a fait le choix de dire, dans cette période très troublée du mois de mars et d'avril, on se met au service du lecteur et on lui permet d'accéder de façon gratuite aux abonnements en mettant à disposition 2 mois d'abonnement gratuit sans engagement pour qui le souhaite. Voilà. Et après, derrière, on a tout un travail finalement de passage au payant, et on a eu des très très bons résultats, c'est ce que je disais tout à l'heure, puisque on a été beaucoup plus loin que ce que j'imaginais de transformation du gratuit au payant, pardon. Et puis les gens qui étaient gratuits, ils ont créé un mot de passe, ils ont créé un compte chez nous, et donc maintenant ils sont aussi acculturés au contrat de lecture de Ouest France, et c'est un travail qui est très très important, puisque comme vous le savez sans doute, on va devoir s'habituer à ce que nous on appelle la vie sans cookies, hein, c'est-à-dire que ce que nous expliquait finalement Thierry sur Que choisir, et de façon très très intéressante, ça va arriver à tout le monde, c'est-à-dire que il est important d'être très vertueux et très transparent vis-à-vis du lecteur sur qu'est-ce qu'on fait de sa data et ce qui nous autorise bien à son exploitation. Et donc, les traceurs vont disparaître et finalement, le mode connecté va s'imposer, et nous, on se prépare à ça aussi. Donc, l'idée par rapport à la tarification, c'est beaucoup d'accessibilité pour rester populaire, avec soit des périodes gratuites, soit une tarification rythme de croisière qui est très accessible. Notre premier tarif en abonnement, il est à 4,99 €. D'accord. Merci Olivier. Tatiana, je crois que le tarif, à l'époque, il y a quelques mois, où l'abonnement était moins stratégique pour la Tribune qu'il ne l'est aujourd'hui, il y avait un tarif d'abonnement assez élevé. Depuis, l'abonnement et l'acquisition d'abonnés, parce qu'on commence par ça, avant de les fidéliser, il faut les acquérir, a été travaillé. Sans doute que la politique tarifaire a été revue. Quels sont les premiers enseignements, ou c'est peut-être plus que des premiers, les enseignements que tu peux nous donner là-dessus, et encore une fois, là, je rappelle qu'on est sur un produit plus professionnel, donc pas forcément la même cible, en tout cas le même usage du contenu. Tout à fait, Jean-François. On est en effet sur un public beaucoup plus professionnel, plus affinitaire, lié à des communautés notamment sectorielles que nous pouvons avoir. Moi, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, et je voulais insister là-dessus, c'est que finalement, tout se joue dans les 15 premiers jours, dans le premier mois. Si l'offre de contenu est en adéquation avec la promesse qu'on fait au lecteur, généralement, la transformation se passe bien. Du côté de la Tribune, on a choisi de simplifier nos offres, de les rendre aussi plus accessibles dans un moment où on faisait pivoter notre modèle et qu'on avait besoin de le faire connaître. Et donc, nous avons choisi de faire une offre à 1 € le premier mois, puis 9 € par mois ensuite. Et c'est un gap que les abonnés franchissent assez facilement, compte tenu de la richesse de notre offre, de notre présence sur les territoires. Voilà, c'est aujourd'hui une offre qui fonctionne très bien, avec une forte fidélité après plusieurs mois, puisque maintenant on peut en parler, puisque nous sommes lancés sur ce créneau dès le mois de mars, au moment du confinement.
Peut-être pour parler, parce que tout à l'heure on évoquait le sujet des paywalls dynamiques. Oui. Là encore, nous aussi, dans la simplification de nos offres, l'idée c'est que toutes les personnes puissent avoir accès à la même offre, mais en revanche, en personnalisant peut-être le message en fonction du parcours de l'utilisateur, de sa source de provenance ou de sa fidélité. Voilà. D'accord, très bien. Merci, merci beaucoup. Alors, Thierry... Est-ce que vous m'entendez là? Mais oui, parfaitement, c'est magique. Alors, tu as la parole jusqu'à la fin. Non, je rigole. Donc, toi, en termes d'offres, sachant que tu es unique dans que Choisir est unique dans son secteur, en termes de tarifs, en termes d'offres, qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu as à nous dire, qu'est-ce que tu as constaté? Et j'aimerais, parce que tu es, je le rappelais tout à l'heure, un gros pourvoyeur d'abonnements print, est-ce que tu as pu constater que ce soit sur les tarifs ou sur les offres, des différences de comportement? Je suis certain que tu fais des tests assez régulièrement dans l'univers du print. C'est intéressant parce que tout le monde n'est pas encore 100% digital. Donc, tu me donnes la parole sur le point que je voulais développer aujourd'hui. Par rapport aux tarifs, je voulais distinguer complètement le print du web. Le print, il se trouve que j'avais fait une baisse de prix il y a 2 ans pour le recrutement, pour refaire remonter les abonnés à la valeur normale de l'abonnement, le tarif, ce que moi j'appelle le tarif standard, en 2 ans. Bien évidemment, grosse crainte en début d'année dernière, puisque j'étais sur la 2e année pour les premiers qui avaient participé au nouveau tarif, et avec une conséquence qui est liée, par exemple, aux retours postaux. Nous, je ne sais pas ce que mes petits camarades ont eu, mais on a eu un effondrement des CEDEX sur mars et avril, par exemple. Je vous rassure, on les a tous récupérés en juin, juillet, et on a eu exactement le même phénomène en octobre et novembre. Alors, est-ce que c'est lié à la poste? Est-ce que c'est lié à un retard de nos abonnés? Toujours est-il qu'au final, on retrouve nos bébés, on est parfaitement dans nos objectifs et que c'est plutôt rassurant. Pourquoi j'ai baissé les prix? Il faut être clair, c'est qu'il fallait que je réponde à mon concurrent qui cassait les tarifs. Pour le web, alors là, je n'ai absolument pas baissé d'un iota mes tarifs. Alors, ça s'explique aussi. Les gens viennent effectivement pour venir chercher un test. Si je mets le test gratuit, je pense que dans 2 ans, je ne serai plus là pour parler, partager l'expérience avec vous. Donc, on ne peut pas. Nous, mécaniquement, on ne peut pas donner gratuitement l'information sur les tests. Après, on a maintenu nos tarifs sans baisser, sans aucune minoration de tarifs. Et a priori, vu les résultats, on a fait le bon pari à l'époque, puisqu'on a eu une croissance encore de plus de 20% sur le portefeuille web sur l'année 2020. Voilà. Alors après, il y a aussi une autre dimension qu'il ne faut pas oublier, c'est que là, on a encore une fois que choisir, et que politiquement, moi, j'ai des administrateurs de l'association qui disent alors, pas de paywall dynamique. Donc, nous, quelqu'un qui arrive sur le tunnel d'abonnement a une offre en fonction de nos 3 possibilités pour s'abonner au web. Je vous rappelle, on a le mensuel récurrent, l'abonnement annuel avec réabonnement classique, où on a un tarif couplé. Un abonné papier peut accéder au web à 50%. Alors que nous, l'abonné papier n'a pas accès au web gratuitement. Il doit payer encore un supplément. On rappelle que ce ne sont absolument pas les mêmes contenus. C'est les mêmes thématiques, mais on n'a pas les mêmes contenus sur le web. Et nous, le web, on l'a toujours défendu. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, là, on va refaire un peu d'histoire. À l'époque où le web était gratuit pour beaucoup de nos confrères par rapport à un abonnement papier, nous, on avait pris l'option de dire le web est un produit spécifique et on le vend d'une manière spécifique. Alors, on a eu beaucoup de réclamations, il faut être clair, de nos abonnés papier qui ne comprenaient pas. Mais je vous donnais un contre-exemple. Aujourd'hui, on a ouvert le couplage dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'un abonné web peut accéder à l'abonnement papier à mi-tarif. Nous, c'est la politique. On a le titre de base et il peut faire en complément à mi-tarif l'offre complémentaire. Aujourd'hui, nous avons 2 fois plus d'abonnés web qui prennent l'abonnement papier à 50% qu'abonnements papier qui prennent le web à 50%. D'accord.
Très bien. Merci beaucoup, Thierry. On a prévu un dernier petit thème. Il n'est pas forcément petit, mais on va le traiter assez rapidement parce qu'on s'approche de la fin, qui est l'intérêt de créer un club de lecteurs. Alors, créer un club de lecteurs, c'est un vieux sujet, et c'est un peu un serpent de mer. C'est toujours d'actualité. On peut se poser la question, pourquoi le faire? Est-ce que c'est pour gagner de l'argent? Est-ce que c'est pour favoriser l'acquisition? Est-ce que c'est pour travailler la rétention? Est-ce que c'est pour augmenter l'ARPU? Il y a quelques expériences développées par les médias autour de cette table ou de cet ordinateur. Je veux bien que vous nous fassiez part un peu de vos enseignements principaux en rappelant très rapidement bien sûr, ce que vous avez fait quand vous avez fait quelque chose en la matière, ce qui éclairera vos enseignements. Et je propose que, Olivier, tu nous parles, j'imagine, de La Place, qui est un programme, un club qui a été, que tu as initié depuis quelque temps. Ouais, alors c'est surtout pas un club. Hein, moi, quand j'entends le mot club, je vois trop club de golf ou Rotary Club. Donc, c'est vraiment plateforme d'engagement. L'objectif qu'on poursuit, c'est effectivement de permettre à nos abonnés de passer d'un média d'information à un média de conversation, donc finalement de rentrer en contact avec le journal. Et quand je dis le journal, c'est aussi bien le site internet que l'application ou le journal papier, et aussi de recevoir des preuves d'amour, c'est-à-dire qu'on lui dise merci parce que on est aussi un acteur du territoire et donc en période avant Covid, on pouvait lui fournir des places pour aller voir le match de foot Patrick Bruel ou un ensemble d'événements qui signaient bien notre promesse qui est de mettre en relation. Donc la plateforme d'engagement, elle avait un retour sur investissement assez clair qui était de dire le pari, c'est de gagner un mois de durée de vie supplémentaire sur les abonnements. Et l'ARPU, donc c'est-à-dire le revenu moyen mensuel, entre le digital et le print étant à 22 €, on voit bien que 22 € fois 550 000, on est sur des sommes tout à fait considérables. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'effectivement, on a gagné en durée de vie, hein, donc ça c'est très bien. Le petit biais qu'on a eu quand même, c'est que compte tenu de ce qu'est Ouest France, on n'a pas souhaité avoir une population témoin qui n'ait pas accès à cette plateforme d'engagement. Donc, on a un biais quand même qu'il faut reconnaître, qui est qu'en termes de méthode, je ne suis pas en capacité de dire que le mois a été gagné grâce à la plateforme. Ce qui est sûr, c'est qu'on a gagné un mois de durée de vie, mais on pense que c'est la plateforme y est pour beaucoup, mais je ne suis pas en capacité de donner la preuve que c'est la plateforme parce qu'il n'y a pas de population témoin qui n'ont pas eu accès à la plateforme d'engagement. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que Tatiana, Juan ou Thierry, vous avez des expériences sur le côté, alors club ou engagement, j'ai bien compris, on met de côté le Chesterfield, le gros cigare et le vieux whisky, et on parle de communauté, voilà. Oui, mais nous, ça fait longtemps donc, au Figaro qu'on a le programme Figaro Privilège. Hein, donc, il existe depuis 2008. Donc, il s'adresse à tous les abonnés. C'est vrai que c'est un programme qui offre à des avantages tarifaires donc, avec des partenaires, mais aussi des invitations sur des événements et c'est plutôt culturel. Et aussi donc, des avantages pour les abonnés, par exemple les frais de port gratuits sur le Figaro Store. C'est ce qu'a évoqué Olivier, c'est-à-dire que bien entendu c'est quelque chose qui peut pas être testé, donc en fait qui s'adresse à l'ensemble des abonnés. Donc nous on a fait depuis 2008 plusieurs études, hein, donc ça a toujours une excellente notoriété, mais c'est difficile en tout cas donc c'est difficile de mesurer la rentabilité ou l'effet en tout cas sur la fidélisation. Alors, nous, on trouve que c'est important et c'est pour ça qu'aussi notre offre, donc on a une offre dans notre panoplie d'offres
qui s'adresse aussi également au print, hein, et puis c'est notre offre Premium Plus avec donc des avantages, des invitations. Voilà. Donc avec la période actuelle et puis les événements qui sont un peu à la peine, c'est difficile, mais bon, on sait que c'est important. C'est important. Donc au groupe Figaro, on a aussi une forte diversification, hein, donc avec beaucoup de produits d'édition, beaucoup de voyages, de croisières, donc qui ont énormément de succès. Donc les rencontres du Figaro aussi qu'on organise, donc d'événements. Donc cette proximité avec le lecteur est très importante et génératrice de revenus. D'accord. Merci beaucoup, Anne. Tatiana, avec la spécificité de l'univers professionnel qui permet peut-être de faire plus facilement de diversification, est-ce que la notion de club, de communauté est présente et travaillée au sein de la Tribune, que je pense que oui. Et est-ce qu'elle sert par exemple à l'acquisition ou uniquement pour faire derrière une augmentation de l'ARPU et une amélioration de la rétention? Alors, en effet, Jean-François, le sujet des événements a été évoqué. La Tribune est un des plus gros organisateurs d'événements dans les territoires. Et je l'ai plusieurs fois dit au cours de cette conférence, c'est une façon, en plus de ce que nous avons comme relation avec nos lecteurs sur le digital, d'animer nos communautés sur les territoires. Et finalement, ce que je retiens, c'est aussi cette notion de service qu'on souhaite continuer à apporter à nos lecteurs à travers finalement cette promesse qui est la nôtre autour de la transformation et des territoires. Donc en effet, on réfléchit aussi du côté de la Tribune à formaliser des offres de services qui viennent renforcer cette dimension de proximité avec nos lecteurs, avec peut-être d'autres typologies de services qu'on pourrait leur proposer dans les mois à venir. C'est une forte réflexion qu'on a entamée à la Tribune ces derniers mois. D'accord, merci. Thierry, as-tu sur le sujet des éléments ou pas en termes de communauté? C'était une réflexion qu'on avait, mais je dois bien avouer qu'aujourd'hui, c'est plus notre priorité pour l'instant. D'accord, ok, très bien. Alors, comme un fait exprès, ça tombe bien parce que ça fait un bon moment que nous sommes ensemble. Il me reste à vous remercier pour votre temps, pour tout ce que vous avez dit, pour, je dirais, votre transparence et votre franchise, parce que sur certains éléments, il y a eu des points assez essentiels de dit. Voilà. Moi, pour conclure, je retiens des choses, quelques mots, je dirais, très importants. C'est la notion de confiance et de service pour les lecteurs, qui est encore une fois quelque chose, si on avait fait cette même table ronde il y a plusieurs années, qui ne serait sans doute pas ressortie, ou en tout cas pas avec la même acuité. C'est l'importance de l'adaptation d'un titre à l'autre, et puis au sein d'un même titre. Et puis le maître mot, je crois, de tout cela, que ce soit l'acquisition, la rétention, etc. Et vous l'avez mis, je dirais, à toutes les sauces, pas toujours en le citant, mais il était en filigrane, c'est l'engagement. L'engagement pour faire venir les lecteurs, l'engagement grâce à la confiance, l'engagement dans l'onboarding, etc., etc. Donc, je crois que le mieux, c'est de travailler l'engagement de ces lecteurs et nous saurons les acquérir et les conserver. Voilà, je vous remercie vraiment tous. Je vous dis à très bientôt, j'espère, pas que sur un écran, et je vous souhaite une bonne journée. La presse au futur, 100% digital. Une production Dot Events et Broadcast Associés.